Le laboratoire Magma et Volcan de l'Université Clermont-Auvergne est à l'heure actuelle l'un des plus importants laboratoires de recherche au monde, entièrement dédié à l'étude des volcans. Situé en Auvergne, sur un site où les volcans font partie de l'identité du territoire, il regroupe plus de 200 personnes autour de deux missions. Comprendre les processus volcaniques, participer à la surveillance des volcans sur Terre. Le laboratoire possède 3 grands domaines de recherche. Il reproduit expérimentalement les conditions de formation et d'évolution des magmas. Il retrace les sources des volcans et date les événements volcaniques. Il effectue des campagnes de mesure sur les volcans et reproduit leur fonctionnement en laboratoire. Au sein du laboratoire Magma et Volcan, une équipe de chercheurs s'intéresse spécifiquement à l'étude des tsunamis liés aux éruptions volcaniques. Ils reproduisent les conditions de formation de ces vagues destructrices grâce à ce dispositif mis en place depuis 2018, une véritable machine à générer des tsunamis. Je m'appelle Alexis Bougoin, j'ai 30 ans et je suis arrivé ici il y a 2 ans sur l'ANR Ravex pour m'intéresser à la génération de tsunamis par les écoulements pyroclastiques. Le principe de la manip ici, c'est de générer des tsunamis à partir des écoulements pyroclastiques. Ce que l'on a, c'est un canal de 7 mètres de long qui va être équipé d'une rampe et d'un réservoir dans lequel on va mettre les grains. On va pouvoir choisir la pente, la profondeur du réservoir. Une fois qu'on a mis ça, on va remplir d'eau le canal. Ensuite, on va mettre les grains dans le réservoir que l'on va fluidiser, donc qui est la particularité de cette manip. La fluidisation, ça consiste tout simplement à injecter de l'air par en dessous et l'air va traverser les billes de verre. Et donc pour les traverser, vu que ça va avoir du mal à le traverser par rapport au débit initial, on va augmenter la pression. Et en augmentant la pression, au final, les grains vont un peu être lévités ou elles vont être portés par l'air. Et donc on va avoir une mobilité qui va être plus importante, les grains vont s'écouler beaucoup plus facilement. Et ensuite on va libérer un poids qui va ouvrir une trappe le plus rapidement possible pour libérer nos grains qui vont conduire à un écoulement et qui va rentrer dans l'eau et générer une vague. Un écoulement pyroclastique, c'est un écoulement volcanique qui est composé de cendres ou de gros morceaux de roche aussi, et de gaz chauds, et donc qui vont dévaler les flancs des volcans très rapidement et qui sont principalement générés lors des éruptions explosives. Ce qu'on va faire, c'est simplifier au maximum notre écoulement pyroclastique ou notre éruption et avec l'écoulement qui va rentrer dans l'eau. Donc pour ça, on a un canal qui va être déjà restreint, qui va être que dans une seule direction, et on va faire varier les paramètres de l'écoulement qui vont arriver dans l'eau. Donc typiquement la vitesse, la hauteur, le volume. On peut aussi faire varier la hauteur d'eau, la pente sur laquelle l'écoulement va s'écouler. Et tout ça, on va chercher à voir comment ça influe sur les caractéristiques de la vague. La seule métrologie qu'on utilise, c'est une métrologie qu'on appelle d'ombroscopie. Donc c'est utiliser le contre-jour pour voir vraiment l'eau, l'air et les grains. L'un des paramètres clés en général, c'est la profondeur d'eau. On parle toujours de la profondeur d'eau qui va contrôler la vitesse de la vague, etc. Sauf qu'au moment où ça la génère, la vague est générée sur le plan incliné et donc la hauteur d'eau qui est au loin. Donc la profondeur d'eau qu'on a mis initiale va pas du tout jouer sur la génération de la vague. Donc ça, par rapport à tout ce qui est tous les modèles numériques ou toutes les approches que l'on fait jusqu'ici, ça c'était un résultat déjà important de montrer que dans la phase de génération, la hauteur d'eau ne joue pas. Donc, je m'appelle Raphaël Paris, je suis chercheur au CNRS. Je travaille sur les tsunamis, notamment les tsunamis d'origine volcanique. Donc, grosso modo, on a 80-85% des tsunamis qui sont générés par des séismes sous-marins ou près des côtes. Mais il y a plein d'autres causes de tsunamis en fait, potentiellement. Ça peut être des chutes d'astéroïdes, des glissements de terrain, même des explosions nucléaires, des choses comme ça. Et il y a toute une gamme de processus également volcaniques qui peuvent générer des vagues. Des glissements de terrain, des avalanches de débris, des écoulements pyroclastiques. Systématiquement, quand il y a un tsunami qui se produit quelque part, il y a des équipes de recherche qui débarquent sur les lieux. On essaie de voir jusqu'où la vague est allée à partir des dépôts qu'on observe dans la stratigraphie, dans les séquences géologiques. Un des outils de travail dont on dispose, c'est les modélisations numériques, donc les simulations numériques de tsunami sur ordinateur. On connaît les caractéristiques de la source, les caractéristiques du séisme ou les caractéristiques de l'éruption qui a généré les vagues, etc. Et on va balancer ces données dans le modèle numérique qui ensuite va propager la vague et éventuellement après même la faire déferler à terre. C'est vrai que quand on voit l'expérience de tsunami qu'on a développée ici,
Si on compare l'écoulement granulaire avec donc monnaie disperse, toutes les particules bien calibrées, de la même taille, rondes, etc., on simplifie à l'extrême finalement. Mais le problème, c'est qu'on pourrait très bien essayer de considérer un matériel plus complexe qu'on lance dans le chenal de la même façon, et ça ferait des vagues évidemment, mais on n'arriverait pas à isoler l'influence de tel ou tel paramètre. On pourrait rien faire en fait avec ça. Il y a des exemples géologiques de tsunamis générés par des effondrements de flancs de volcans de plusieurs kilomètres cubes, voire dizaines de kilomètres cubes, où on peut faire des vagues beaucoup plus importantes. Il y a des cas qui sont connus, il y a 70 000 ans au Cap-Vert par exemple, il y a un tsunami sur le volcan Fogo. Et là, il y a des dépôts de blocs, de corail qui ont été poussés et remontés à terre jusqu'à des altitudes de plus de 200 mètres de haut. Et sur les blocs, il y a encore même des coraux incrustés sur des énormes blocs qui font la taille d'un bus, qui ont été poussés à terre. C'est monumental.